Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Sébastien Krogart. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, si ça ne te dérange pas, je vais commencer peut-être par te laisser te présenter. Alors voilà, je m'appelle Sébastien Krogart, je suis responsable de la société Printbox à Charleroi, impression et broderie textile. J'ai 45 ans, 2 enfants, une femme merveilleuse et voilà, je suis entrepreneur maintenant depuis quelques années déjà. Donc tu es à la tête de la société Printbox, tu me dis depuis quelques années, ça fait depuis combien de temps plus précisément ? Alors la société existe depuis 2004. Tout d'abord, donc c'est mon ex-associé qui avait lancé, qui était le fondateur de la société, et je suis devenu en 2004 le premier employé de la boîte. Okay. Et donc quelques années plus tard, il m'a proposé des parts, donc je suis rentré dans l'actionnariat, tout en étant toujours employé. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu CIO déjà depuis quelques années, et réellement depuis 2 ans, je suis vraiment le responsable de la société. Je veux dire, pendant le Covid, ça s'est un peu transformé. Mon associé maintenant a quitté la société depuis le mois de juillet 2022, donc je suis seul à bord. Ok, ça on y reviendra peut-être. Si je calcule bien, du coup, tu t'es lancé jeune dans cette aventure. C'est ton premier job ou... C'est mon tout premier job, je vais dire rémunéré, tout à fait. Donc réellement, donc moi j'ai fait comme étude, petite aparté, donc comme étude, moi j'ai fait sciences politiques en relations internationales. Donc c'est tout à fait rien à voir avec le métier ici que je fais actuellement. Quand j'étais en humanité, je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard et j'adorais l'histoire et j'aimais bien aussi tout le côté droit. Voilà, la légale, etc. Et donc je me suis dit, voilà, sciences politiques, ça reprend un peu les deux. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ces études-là à l'époque. Et aussi parce qu'il y avait ça à Louvain-la-Neuve et je voulais absolument aller à Louvain-la-Neuve. C'était une ville de dingue pour moi, mais voilà. Donc ça c'est aussi un petit aparté. Et donc voilà, finalement j'ai fait ces études-là. J'ai un petit peu traîné pendant mes études. On va dire que j'ai... comment dire ça ? Tu as bien aimé tes études. J'ai approfondi. Tu voulais, voilà. J'ai approfondi mes études, voilà. Et donc là, j'ai déjà eu des premiers côtés entrepreneuriaux, vers la fin de mes études, parce que j'avais moins de cours, j'avais plus qu'un mémoire à rendre, ce genre de choses. Et je me suis lancé dans tout ce qui était sono pour les cercles étudiants, métier de la nuit. Je m'amusais bien. Ça a duré qu'un temps, heureusement. Je me suis arrêté au bout d'un moment, au moment plus ou moins où mon associé recherchait un premier employé. Lui aussi, en fait, on s'est rencontrés tous les deux à Louvain-la-Neuve. Okay. Et lui-même était d'origine de Charleroi, comme moi. Okay. Et il recherchait quelqu'un pour se lancer. Et donc, je l'ai rejoint à ce moment-là, donc en 2004. Donc employé tout de suite. Employé tout de suite, oui. Ouais, donc, j'étais le premier employé de la boîte. Donc lui, il s'est lancé, mais il n'était pas encore rémunéré. Oui, il t'a rémunéré avant de se rémunérer. Exactement. Ouais, c'est courageux. Oui, tout à fait. Et donc moi, j'avais aucun risque à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'était mon premier boulot sans aucun risque. Et donc tu étais diplômé entre-temps ou... Oui, j'étais diplômé. Oui, tout à fait. J'étais diplômé en 2003. Oui, j'ai eu mon diplôme avec ma plus grande satisfaction personnelle. Oui, voilà. et donc voilà, je suis là. Le bureau qu'on a ouvert à ce moment-là était à Mont-sur-Marchienne exactement. C'était vraiment un petit bâtiment, un petit rez-de-chaussée. Donc à côté de Charleroi. Juste à côté de Charleroi, Mont-sur-Marchienne. Pour ceux qui connaissent pas. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et donc on avait un garage avec les premières machines dans le garage. On était 2 à l'époque, on sous-traitait. Les productions étaient sous-traitées dans des entreprises comme la nôtre maintenant. Okay. Qui existaient à l'époque, il y en a qui n'existent plus maintenant, il y en a qui existent encore, enfin bref. Et donc on a après acheté notre première machine à broder, notre première machine à sérigraphier. On a eu un premier ouvrier qui est venu nous rejoindre 2 ans après, 1 an et demi après, plus ou moins, 2004. Et en 2007, on a déménagé dans les premiers bâtiments qui sont ici, donc à Montigny-sur-Sambre, toujours à côté de Charleroi, un peu plus proche du centre de Charleroi. Et là, on a investi un bâtiment de 800 mètres carrés, donc c'était
Un gros step. Voilà, un gros step et une fameuse bouée d'oxygène quand on est arrivé, parce qu'on était vraiment coincé dans un garage. C'était une maison d'habitation familiale. Vous étiez déjà plus que 3 du coup. À ce moment-là, en fait, on a fait une fusion par acquisition. On a racheté une société concurrente à la nôtre qui était présente dans ce bâtiment. Ok. On a gardé 4 personnes et nous, on était déjà 4 à Mont-sur-Marchienne. Donc, on arrivait, on était 8 personnes en 2007. Et voilà, et là, c'était vraiment... on avait tout devant nous pour cartonner, et un beau bâtiment, etc. Enfin, et donc, en 2009, on a directement fait un nouvel agrandissement. Donc, on venait d'avoir les premiers 800 mètres carrés en 2004, en 2007. Et en 2009, déjà à l'Étroit, on s'est dit, on va s'étendre au maximum de l'espace qu'il y avait. Ouais. Et donc là, on est monté à 1600 mètres carrés au total. Donc, on a presque doublé, on a doublé la superficie. Pour faire du stockage, pour faire des outils, acheter des nouvelles machines. Acheter des nouvelles machines parce qu'on avait de la demande. On était en pleine croissance en fait. On avait une croissance à 2 chiffres depuis toutes ces années-là. Chaque année, c'était une croissance assez importante. Et venait d'où cette croissance ? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs On reviendra à l'histoire du développement après. Oui, d'accord. Mais je pense que déjà, on a un gros réseau. Enfin, personnellement, j'ai déjà un fameux réseau à Charleroi. On avait un gros réseau aussi sur Louvain-la-Neuve, vu qu'on était étudiants là-bas. Ouais. Historiquement, beaucoup de personnes qu'on connaissait là-bas ont lancé leur boîte, sont devenus clients récurrents, bouche à oreille. On a commencé à faire partie de cercles d'affaires dans la région, etc. On a, comme j'ai dit, donc on a fait une fusion par acquisition d'une société qui avait déjà toute une clientèle qu'on a pu développer. Oui. Donc on est venu avec notre clientèle, mais on a récupéré les clientèles de l'autre. Et vous avez pu redynamiser. On a redynamisé certains clients qui dormaient un peu plus. On a fait du marketing. On est arrivé avec un site internet beaucoup mieux fait aussi, etc. Donc le côté digital était déjà très très développé à ce moment-là, et ce que d'autres concurrents n'ont sans doute pas pris la peine de développer dans ces années-là, quoi. Voilà. Et donc concrètement, pour bien comprendre, ce que vous faites, c'est par exemple des pulls avec le logo ou ou je sais pas, un polo brodé pour une fête ou un événement. Tout à fait. Donc en fait, c'est très agréable avec mon boulot, c'est qu'on peut toucher à n'importe quel public. Et en fait, tout le monde que je peux croiser n'importe où dans la rue peut avoir un jour ou l'autre besoin de nos services, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, association, n'importe quoi. Un t-shirt imprimé pour une fête de famille, ça va dans tous les sens. Donc on a une diversité en fait de clients qui fait notre force aussi, parce que donc notre panier moyen, par exemple, pour donner quelque chose de très concret, notre panier moyen, c'est aux alentours de 400 €, 450 €. Oui. Alors qu'on fait un chiffre d'affaires pour 2022 aux alentours de 5 millions d'euros, quoi. Donc voilà, c'est une diversité de clients qui est très importante. Oui, donc il y a tout un service de facturation et de trucs à bien suivre derrière. Tout à fait. Très important. Les impayés, c'est surtout ici en 2023, c'est encore plus important que d'habitude. Donc oui, et le digital nous aide énormément. Grâce à ça, on a un très bon système informatique derrière qui rappelle automatiquement les impayés auprès des clients, etc., quoi. Donc ça, c'est très important. Et donc, si on revient à ton développement, du coup, j'avais coupé, on est passé à 1600 mètres carrés, parce que deuxième agrandissement, entre guillemets. 2009. Oui. Et là, tout récemment, donc 2020, même déjà un petit peu avant, quelques années avant 2020, on a racheté un terrain à côté du terrain sur lequel on était, un terrain voisin. Qui était vierge, qui était à vendre. On en a fait d'abord un parking parce qu'on n'avait pas les moyens, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire, vers quoi on se dirigeait. Puis on était toujours en croissance, donc on s'est dit allons-y, on a besoin d'espace. On avait commencé à empiler les conteneurs à l'extérieur pour stocker à l'intérieur de certains conteneurs, etc. Ça devenait un peu difficile. Donc là, on a pris le taureau par les cornes et on a lancé un super projet en fait de doubler la superficie. Donc on était sur plus ou moins 1500 mètres carrés. On est passé à 3000 mètres carrés au total ici avec des tout nouveaux bâtiments, avec de l'air conditionné, ce qu'il n'y avait pas dans les anciens bâtiments, avec un confort de l'isolation, quelque chose de beaucoup plus agréable pour les employés de manière générale, et aussi un nouvel espace de stockage
énorme avec un quai de chargement, etc., etc. Enfin bref, beaucoup plus de confort et ce qui nous permet d'aborder les années futures avec sérénité par rapport à notre croissance que j'espère continuer. Et comment on fait quand on est, je sais pas comment dire, tu vois, des jeunes étudiants qui se lancent, entre guillemets, qui n'y connaissent rien, parce que bon, quand on est étudiant, on peut dire qu'on connaît, mais en fait, on connaît pas vraiment, pour développer petit à petit une boîte. Enfin, tu vois. Alors pour moi, c'est une succession d'opportunités, vraiment. Okay. Donc on a rebondi, on a racheté plusieurs sociétés, on n'en a pas encore parlé, mais on a racheté plusieurs boîtes pour consolider en fait notre croissance tout au long. Enfin voilà, c'est surtout mon ex-associé Deniek qui était à la manœuvre pour ça. On a racheté une boîte du côté de Mons, une deuxième boîte du côté de Mons. Enfin bref, et tout ça a fait que voilà, on était en croissance. Alors après, d'un point de vue technicité, on a aussi engagé les bonnes personnes au niveau ouvrier de production, donc des gens qui maîtrisaient l'histoire. Enfin voilà, moi personnellement, je suis pas imprimeur, je suis entrepreneur tout au plus, mais oui. je ne sais pas imprimer un t-shirt. Donc voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes et je pense que c'est valable dans n'importe quel métier. Oui, qui du coup t'aide à choisir les bons outils. Exactement. Donc voilà, tout à fait. Actuellement, quand il faut commander de l'encre par exemple ou des fils pour la broderie, etc. Moi, je valide les prix auprès des fournisseurs, je valide les bons de commande, mais c'est pas moi qui vais dire non, tu dois plutôt choisir ça comme encre plutôt que ça. Je veux dire, les ouvriers maîtrisent ça mieux que moi. Je leur fais totalement confiance et c'est une confiance réciproque, ce qui ferait croître la société. Tout à fait, okay. C'est important. Donc, profiter des opportunités. Ne pas hésiter à les saisir. Parce que c'est du risque quand même. Si tu rachètes une boîte, il faut déjà avoir du cash et puis après, il faut le financer. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a racheté comme boîte, c'est des boîtes qui ne valaient pas... souvent, c'est via nos fournisseurs textiles qui étaient communs en fait à ces boîtes-là. Ils nous disaient, il y a peut-être une opportunité là-bas parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures. Ah oui, c'est pas bête ça. Et donc voilà, ils ont peut-être dans le besoin, etc. Et en fait, on a racheté certaines choses pour pas grand-chose. Après, il y avait les dettes derrière, quoi. Oui. Mais après, on a découvert des cadavres dans le placard, comme on dit. Oui. On apprend de ça aussi. Hein. Voilà, c'est pas évident. Oui. Non, c'est une chouette croissance. Après, ce qui nous a aidé aussi dans la croissance, c'est de manière générale la demande naturelle, on va dire organique de tout public qui recherche du textile imprimé. Il n'y avait pas cette demande-là, je pense, il y a 10-15 ans, moins que maintenant. C'est à la mode. Il y a un effet de mode aussi qui fait que vous en profitez. Exactement. Et puis, il y a genre d'appel d'air, quoi. Exactement. Et il y a de plus en plus de personnes qui créent leur marque, qui brandent leur société, qui veulent mettre en avant tel ou tel produit via notamment le textile imprimé ou brodé. Et donc, ça, je veux dire, nous, on répond juste à la demande à ce moment-là. Et on est bien placé financièrement, d'un point de vue prix, etc. Donc on répond. Ce qu'il faut faire absolument dans notre secteur, c'est la rapidité de réponse. Ça, c'est essentiel. Après, il y a le prix, il y a surtout le conseil, le service. Moi, je mets ça surtout en avant le service, le conseil, limite avant le prix. Parce que le prix, il y a toujours moyen de trouver ailleurs moins cher. Les marchés de l'Est sont pas loin. Donc voilà, il faut et les délais, quoi. Donc nous, nos délais moyens sont maximum de 10 jours ouvrables pendant l'année. Donc et on peut faire des commandes en express, etc. Donc voilà. J'aime bien l'express. Oui. J'ai cru comprendre. Et donc on touche vraiment de plus en plus de personnes qui... En fait, le bouche à oreille fonctionne énormément et la confiance est installée avec certains clients et ces clients nous recommandent naturellement auprès d'autres personnes de leur entourage. Donc et ça s'entretient le bouche à oreille ou ça se fait comme ça? Je pense que, personnellement, je fais partie de plusieurs organes, structures, Carolo, et donc je fais de la représentation pour Printbox auprès de ces structures pour asseoir la notoriété de la société. Je pense que ça c'est important de dire qu'on est toujours bien existant, etc. Mais là ça touche, on va dire, plutôt les entrepreneurs de la région. Après on est actif aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc oui,
il faut entretenir. Oui, c'est la oui. question, il faut entretenir le bouche à oreille. Oui, il faut l'entretenir. Il faut pas se reposer sur les acquis, ça c'est certain. Il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir être agile par rapport à tout ça, quoi. Oui. C'est important. Oui. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Carolo, ça veut dire de Charleroi. Tout à fait. Oui, moi, Carolo, je suis né à Charleroi, j'ai fait mes études secondaires à Charleroi, je suis parti un petit peu à Louvain-la-Neuve et je suis vite revenu à Charleroi pour lancer la société. Moi, je suis amoureux de la région, mais mes grands-parents sont Carolo, mes parents sont Carolo, voilà. Donc, je suis assez attaché à cette région, bien que je n'y habite plus malheureusement. Je suis juste à la frontière maintenant, dans le Namurois, mais juste à la frontière. Et donc, oui, moi, c'est vraiment une région de cœur, une région en pleine mutation. Et je suis très content d'ailleurs d'être au cœur de cette région avec notre société, vraiment. Je résume juste du coup peut-être ce qui peut aider à se lancer quand on commence à partir de rien. Mm-hmm. Ça va être pas hésiter à saisir les opportunités, même si on ne sait pas forcément. Et voilà, au pire, c'est un moyen d'apprendre. Oui, tout à fait. S'entourer des bonnes personnes, ça on le dit tout le temps, mais c'est quand même fondamental. C'est fondamental. Et faire confiance réciproquement. Et c'est pas si évident. Oui, c'est pas moi je suis le chef et je sais. C'est vraiment pas évident de pouvoir faire confiance à des personnes. Enfin, oui, c'est un gros travail à faire sur soi. Tout à fait. Et puis, si possible, quand même choisir un marché porteur. Parce que c'est plus facile qu'un marché qui est en déclin. Ça, c'est certain. Et donc ici, c'est une suite une succession d'opportunités comme ça. Et à propos de marché porteur, quand nous on est arrivé à Charleroi, donc quand on a lancé la boîte, mon associé a lancé la boîte, il était encore à Louvain-la-Neuve. Puis on a réfléchi, est-ce qu'on se lance plutôt région Carolo, c'est-à-dire la région de nos parents, ou plutôt dans le Brabant wallon, parce que près de Louvain-la-Neuve est finalement notre vivier actuellement. Et proche de Bruxelles aussi. Proche de Bruxelles, etc. Et en fait, là, c'était du temps de Objectif 1, Europe, etc. Il y avait des aides pour les entreprises qui revenaient s'installer dans le Hainaut, en fait. Ça a aidé, notamment. Et puis on s'est dit, mais à Charleroi, il y a pas de concurrence par rapport à ça. Et un des seuls concurrents qui vivotait encore à l'époque, a fait faillite au moment où on s'est installé. Donc on a racheté toute une partie de son matériel et de sa clientèle naturellement. Enfin, on n'a pas racheté la clientèle, mais la clientèle est venue naturellement se rediriger vers nous. Oui. Donc voilà, à nouveau, c'était une super opportunité au moment où on a décidé de se lancer vraiment avec un bureau, quoi, et plus un côté étudiant. Et Charleroi, parce que tu es aussi, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais tu es aussi impliqué dans ce qu'on appelle Charleroi Entreprendre. Charleroi, pourquoi entreprendre à Charleroi? Parce que ça a quand même mauvaise presse. Enfin, peut-être moins maintenant, mais dans l'image quand on les gens... Je confirme, moi maintenant. Oui, dans l'image, on va dire, historiquement. Oui, voilà. Ça dépend à quel siècle on remonte. Hein. Voilà. Non, mais à nouveau, je pense que oui, Charleroi est une ville qui a eu des problèmes, dans laquelle il y a eu des problèmes. Il y a eu le déclin d'abord le charbonnage, la sidérurgie, etc. Enfin bref, c'est très compliqué comme région d'un point de vue taux d'emploi en dessous de tout. Alors j'ai pas les chiffres, hein, c'est pas mon boulot, mais je sais que c'est très très compliqué. Il y a des friches industrielles à reconvertir, etc. Mais donc pour revenir à Charleroi Entreprendre, pourquoi entreprendre à Charleroi? Justement parce que c'est un marché qui n'est absolument pas bouché, où il y a tout à faire. Donc il faut à nouveau saisir les opportunités. Et à Charleroi, il y a énormément de cellules vides pour des entreprises, pour se lancer. Il y a des coworking, il y a plein de choses dans lesquelles on peut on peut évoluer. Et Charleroi Entreprendre, donc la structure qui a été mise en place maintenant en 2018, donc c'est une structure qui aide en fait les entrepreneurs à se lancer, soit à se développer, soit à se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, les porteurs de projets. Alors il y a un incubateur étudiant au sein de cette structure pour les étudiants entrepreneurs qui fonctionne excessivement bien. Il y a c'est gratuit tout alors ça? Il y a l'incubateur étudiant est gratuit jusqu'à un certain point d'accompagnement. Voilà. Et pareil pour les porteurs de projets en création. Il y a plusieurs steps d'accompagnement qui sont gratuits jusqu'à un moment où on passe dans une phase d'accélération où là on demande, mais c'est vraiment rien. C'est une accélération, tu as le budget aussi pour pouvoir. Exactement. Et de toute façon, par rapport à tout ce qui est
privés qui pourraient aider. C'est ici, la structure elle est subsidiée par l'Europe, hein, par les fonds FEDER. Donc, les accompagnateurs sont rémunérés en fonction de leurs résultats, des livrables en fait qu'ils délivrent tout au long de l'année. Donc, il y a tout d'abord des diagnostics qui sont posés pour voir exactement où se situe l'entrepreneur dans sa démarche de création d'entreprise, par exemple. Mmh. Et puis après, l'accompagnateur l'accompagne, soit le garde, on va dire, sous son aile s'il est compétent pour l'accompagner, ou soit va le rediriger vers des structures qui sont plus techniques, par exemple des experts ou ce genre de choses. Donc voilà, en fait, Charleroi Entreprendre, c'est en entonnoir. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, vraiment. On veut vraiment que ce soit la porte d'entrée pour toute personne qui décide de soit se lancer, soit développer sa société, parce que c'est aussi pour les sociétés de plus de 3 ans aussi, qui existent de plus de 3 ans. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui sont mises en place pour l'accélération de genre de société. Par exemple, une boîte qui veut développer un nouveau produit, mais ne sait pas très bien comment le faire et qui a déjà la tête dans le guidon par rapport à son premier produit. Et donc là, ça va lui permettre de sortir un petit peu la tête hors de l'eau, de se faire accompagner pour ce nouveau produit. Prendre du recul, etc. D'être orienté peut-être vers les bonnes personnes. Exactement. Tout de suite, vers les bonnes subventions s'il y en a. Exactement. Il y a tout ce qui est, préparation pour aller lever des fonds aussi, etc. Donc tout ça est lié. Et le but derrière tout ça, c'est pas l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment la création d'emplois, ce qui manque cruellement à Charleroi. Donc, on va favoriser un maximum les sociétés dont le but, c'est d'engager un maximum de personnes à la fin, que ce soit peu importe le profil, on va dire. Mais donc, dans l'intérêt d'entreprendre ici, c'est qu'il y a plein d'opportunités, il y a du potentiel, il y a des personnes disponibles, puisque s'il y a beaucoup... Les personnes sont disponibles, mais ne sont peut-être pas toutes formées. Okay. Et donc, ça aussi, c'est un gros volet hyper important dans la région, et on en parle de plus en plus, mais la formation, l'insertion, enfin bref, tout ce qui est programme de formation, type IFA-PME, cité des métiers, etc., la formation en alternance, de manière générale, c'est quelque chose qui pour moi doit être, existe déjà, mais doit être largement accéléré, d'autant plus dans cette région, car la plupart des entrepreneurs que je crois, ceux qui recherchent des employés, des ouvriers, ont du mal à trouver les bonnes personnes, alors que les gens sont là et le taux de chômage le prouve. Donc voilà, il faut vraiment mettre l'accent, donner des incitants pour que les gens aillent se former, etc. Bon, des incitants ou trouver des solutions. À nouveau, moi je suis pas politicien, c'est pas mon dada. Tu as un poids de lobbyiste entre guillemets plus ou moins. Oui, d'influence. Peut-être. Voilà, on va dire, influence, oui, mais pas tout seul, hein, avec des clubs d'entrepreneurs comme le B4C, on essaie de donner justement ce poids, cette ambiance, B4C, c'est redonner l'esprit d'entreprendre à Charleroi, redorer le blason de Charleroi depuis 15 ans maintenant. Donc, on veut vraiment mettre en avant les richesses, que ce soit intellectuelles ou même les richesses humaines de la région. Voilà. Donc, la formation par l'alternance, c'est pour moi indispensable et existe déjà. Je dis pas qu'il y a rien qui est fait, mais il faut vraiment donner un gros coup d'accélérateur, certainement dans les années qui arrivent. Bon, donc s'il y a des décideurs dans ce domaine-là qui nous entendent, voilà, qu'ils l'entendent. Tout à fait. Ok. Et donc, oui, tu parlais de B4C. Tu en es administrateur notamment. Donc, tu as parlé aussi d'ailleurs de réseaux professionnels et autres tout à l'heure qui t'ont aidé à développer aussi tes sociétés. C'est important d'être dans un réseau comme ça? Ça aide? Ça aide. Et si ça aide, ça aide pourquoi? Alors, ça peut aider pour
Plusieurs choses. Oui, donc ça aide. Moi, je suis fervent défenseur de tout type de réseau, mais le B4C en particulier parce que ça me correspond bien. Donc c'est un réseau dans lequel on se retrouve entre entrepreneurs. Donc c'est vraiment, pour être membre, il faut être décisionnaire de sa société. Ça, c'est déjà un premier point qui est important. Et il faut que la société ou avoir soi-même un fort ancrage Carolo, ou en tout le moins Charleroi Métropole, qui est maintenant beaucoup plus large dans ces 30 communes autour de Charleroi. Et donc voilà, moi ce que j'adore, enfin ce que j'apprécie en tout cas quand je vais dans ces réunions B4C, etc., c'est que on croise des entrepreneurs avec les mêmes problématiques. Que soit c'est en toute transparence, sans langue de bois. Oui, moi j'ai des problèmes aussi au niveau RH. Oui, moi j'ai des problèmes financiers, voilà, des impayés, etc. Enfin bref, on croise les mêmes problématiques, et c'est de l'intelligence collective quelque part derrière, tout en réseautant. Tout en buvant un verre, hein, parce qu'il faut pas oublier que voilà, on aime bien aussi boire un petit verre et manger un petit bout, c'est important. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement on est tous des humains à faire tourner des sociétés, et moi je veux qu'on arrête aussi enfin bon, il y a certains partis qui le mettent plus en avant, mais critiquer les entrepreneurs parce que c'est des gens qui se font du pognon sur le dos de travailleurs, pour moi c'est un cliché qu'il faut absolument rayer de l'imaginaire collectif, parce que enfin c'était peut-être le cas il y a 100 ans d'ici. Actuellement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se décarcasse pour justement garder son personnel, pour faire tourner la boîte, pour voilà, qui perd ses cheveux, ou qui a les cheveux gris au bout d'un moment, parce qu'il y a des stress, il y a des contrôles ONSS, il y a plein de choses qui viennent bouleverser au day-to-day. Enfin, il y a pas deux journées qui se ressemblent. Donc voilà, il faut arrêter de diaboliser l'entrepreneur de manière générale. Et ce club me permet de me dire, ben oui, je suis pas tout seul à penser la même chose. Ouais. C'est rassurant. Ouais, je ne suis pas seul. C'est rassurant, voilà, tout à fait. Oui, rien que pour ça, c'est déjà ça rebooste, quoi. Ouais, ça m'évite de consulter un psy de temps en temps. Et concernant Printbox, est-ce que tu as des exemples concrets de moments où t'as été challengé, ou alors tu t'es dit, comment je fais là? Alors ouais, ça c'est clair, mais il y en a régulièrement, parce que on travaille avec des délais très très courts, donc des pressions de la part de clients, on en a, des erreurs de production à la dernière minute, il faut se dépêcher. Alors moi j'ai un exemple ici qui est vraiment très très parlant, et assez comique aussi. Donc il y a quelques années ici, un client qui nous contacte en disant des syndicats veulent faire la grève dans notre usine, je pense que c'était en Flandre. J'aimerais bien faire 1000 t-shirts pour après-demain, 1000 t-shirts blancs avec marqué No Strike sur la face avant du t-shirt. Parce que les syndicats veulent, mais la plupart du personnel ne veut pas faire grève. Et donc voilà, moi je vais distribuer ces t-shirts. Ok, No Strike, tout simplement imprimé en noir sur la face avant d'un t-shirt blanc. On avait les t-shirts blancs de stock. On avait le temps, voilà, on s'est arrangé avec l'atelier. On dit pas de problème, on peut le faire. Et donc, on produit la commande, mais hyper urgence, etc. Oui. Et là, le client arrive parce qu'on n'avait même pas le temps de prendre un transporteur. Il préférait venir le chercher lui-même, bien que je ne connaissais pas encore la société de transport express. Mais donc, le client arrive dans le showroom. Et là, pour rigoler, et là, c'était excellent. Pour rigoler, on avait fait un t-shirt on strike. Ah oui. Et donc, on lui montre les t-shirts. Ah, regardez, c'est beau, voilà. Le gars, il est devenu tout lent, il a failli tomber dans les pommes. 1000 t-shirts on strike alors qu'il avait demandé no strike. Ah, bref, c'est ce genre de situation parfois cocasse qu'on a. Après, oui, ça c'est plutôt comique. Maintenant, oui, des erreurs de production, évidemment. Nous, en fait, c'est de l'artisanat quelque part encore qu'on fait. Hein. Donc, il peut y encore avoir des erreurs tout au long de la ligne de production, que ce soit au niveau du graphisme ou bien le transporteur, enfin pas le transporteur, mais le fournisseur textile qui fournit la mauvaise taille ou la mauvaise couleur. Après, il faut renvoyer, il faut récupérer la bonne couleur. Enfin, l'imprimeur qui imprime dans la mauvaise couleur. Enfin bref. Alors, on a mis en place tout un process de contrôle, évidemment, pour éviter ce genre de choses.
malheureusement, il y a quand même encore des petits couacs, mais tant que le client final n'est pas au courant, ou alors même on prévient le client en disant ben voilà, on trouve une solution. Tout dépend le degré d'urgence de livraison. C'est pas tout le temps évident. Maintenant, il y a quelques années, il y a des nuits, je dormais pas bien. Maintenant, je relativise. On devient philosophe avec le temps. Oui. Voilà, et à nouveau, ce que j'aime bien répéter, c'est qu'on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Voilà, au pire, le client n'est pas content, il reviendra pas. Mais au mieux, le client a bien vu qu'il y avait eu un problème et qu'on a tout fait, qu'on a tout mis en place pour essayer de résoudre ce problème, qu'on s'est décarcassé et ça c'est appréciable aussi. On n'a pas laissé le client au bord de la route en se disant ben, débrouille-toi. On essaie toujours dans la mesure du possible de trouver des solutions et c'est super important pour le suivi. Après on a mis en cours tout un système de satisfaction, enquête de satisfaction client, etc. On a un très bon rating sur Google par exemple. Donc voilà, ça aide aussi pour pas mal de choses. Mais moi, je reste persuadé que une entreprise, à partir du moment où tout roule tout le temps, c'est pas naturel, c'est pas humain. Il y a plus d'humains, c'est plus que des robots. Et ici, on a quand même encore, on est 27 ici. C'est de l'amélioration continue, quoi. Voilà, c'est ça. Et maintenir tous ces gens motivés tous les jours, etc., avoir le sourire, être content de venir au boulot, ben voilà, c'est pas la même chose que si c'était 27 robots, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est pas évident. Et donc, moi, je dis chapeau à tous les entrepreneurs qui font ça au day-to-day, et que peu importe la taille de la société, même s'ils sont 3, même s'ils sont 50, peu importe, l'humain est vraiment primordial et important. Et je pense que tout le monde ne se rend pas toujours compte de ça. Et toi, tu as dû, comment dire, tu as dû faire face ou tu as dû te remettre en question avec des grosses erreurs que tu aurais faites? Tu as des gros moments où tu te dis, ok, je fais plus du tout pareil maintenant. Ou... Ah ouais, des moments de doute, ça arrive évidemment, et encore heureux. Le tout, c'est oui, il y a des choses, des réactions par rapport à certains clients ou du stress. En fait, moi, je suis quelqu'un de plutôt stressé. Ma femme n'arrête pas de me le répéter. Je pense que mon stress engendre du stress auprès de mes équipes, ça c'est certain, et même auprès de ma famille, hein, si on se remet dans le cadre familial, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, c'est pas facile à gérer tout le temps. Et je suis quelqu'un de plutôt tendu, plutôt stressé. Et ça, c'est quelque chose que je dois évidemment, sur lequel je dois absolument travailler. Ça va déjà mieux qu'il y a quelques années, mais bon, ici, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2022 au niveau du boulot. Mon associé est parti, etc. Enfin bref, ça a été un fameux bouleversement. Le Covid juste avant, il a fallu rebondir aussi. Pendant le Covid, on a mis en place toute une série de choses pour éviter que le chiffre d'affaires ne dégringole complètement. Donc on a commencé à vendre des masques, par exemple, des masques imprimés. Hein, c'était très tendance à un moment. Bien content qu'on soit passé à autre chose, parce que c'est quand même anxiogène de vendre ce genre de choses. Donc voilà. En fait, des grosses erreurs. Oui, c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Non, je dirais que c'est plutôt le stress que j'engendre, enfin que j'émets, qui n'est pas idéal pour la plupart des gens, enfin que je croise quoi. Donc voilà, c'est pas une énorme erreur, mais quelque chose d'un processus qui doit s'améliorer tout simplement. Et tu as dit 2 fois que donc, tu as commencé avec un associé qui a créé la boîte, tu étais son premier employé, puis tu as été son associé, et maintenant il est parti. Donc il est parti. Donc il est plus là. Donc exact. Comment on fait? Enfin, comment tu fais? Parce que je suppose qu'il était actif dans la société. Il était actif dans la société, plutôt du côté stratégie en fait de la boîte. Donc moi j'étais vraiment dans l'opérationnel. Okay. Je gérais les équipes, voilà. Et lui était plus, voilà, il s'occupait par exemple de tous les contacts avec les architectes, enfin l'architecte pour le bâtiment ici, le nouveau bâtiment, etc. Okay. Enfin bref, il était dans projet moyen recherche développement aussi, tout ce qui est nouvelles encres, nouvelles machines, etc. Okay. Il était vraiment orienté dans et aussi tout ce qui était plutôt
comptabilité analytique, etc. Ok, oui. Voilà. Optimiser les marges. Optimiser, voilà, c'est ça. Moi, c'est quelque chose, bon, chacun a son truc. Moi, tout ce qui est plutôt côté financier, etc., budget, etc., c'est pas du tout mon truc. Bien que je sais que c'est important, hein, voilà. Ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'excite, voilà, du tout. Donc oui, voilà, il est parti. Alors, faut mettre en place certains processus. Il y a des choses qui ont déjà été mises en place, d'autres qui sont en cours, d'autres qui vont encore arriver. Je veux dire, ça ne se fait pas enfin, on remplace pas 18 ans d'associés comme ça du jour au lendemain. Donc moi, dans un premier temps, j'ai paré au plus pressé, j'ai stabilisé les équipes, rassuré les gens, parce que bon, c'est quand même le fondateur qui part. Oui. C'est quand même important. Rassuré. Après, j'ai mis en place des choses du genre un nouvel espace lunch, etc. Enfin, qui va arriver bientôt. Voilà, tout ça est orienté pour rassurer, en fait, vraiment rassurer. Il faut rassurer le personnel. Bien-être de l'équipe. Bien-être de l'équipe. Après, bon, moi j'ai pris beaucoup sur moi parce que j'ai gardé tout mon côté encore opérationnel que j'avais déjà auparavant. Tout en endossant aussi le rôle du stratège, on va dire. Donc voilà, après donc tu as augmenté largement ton temps de travail, quoi. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, surtout que j'ai pas lâché non plus le Charleroi Entreprendre ou le B4C dans lequel je m'éclate aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai besoin de cet équilibre et ma famille fait partie de l'équilibre aussi. Donc voilà, en fait, c'est les nuits qui sont raccourcies. Mais voilà, après voilà, je suis plutôt serein. Pas l'air trop fatigué. Je suis plutôt serein. Je pars en vacances après-demain, donc ça va aller. Voilà, non, c'est pas évident, mais voilà, le principal, c'est que j'ai gardé un très bon contact avec lui. Il est toujours là, si jamais j'ai une question ou quoi que ce soit, je l'ai au téléphone dans les 5 minutes. Voilà, on se contacte. Il y a tout le passif qui est là et voilà, et on s'entend encore très bien. Oui, c'est pas un départ clash, c'est un départ nouveau projet, nouvelle orientation. Voilà, tout à fait. Donc non, vraiment, il est dispo s'il faut et il y a pas de souci, il y a vraiment pas de problème. Et donc tu disais, oui, au début tu as dit que tu avais des enfants, 2 filles, c'est ça? Et là tu disais, oui, il faut quand même garder un équilibre aussi. Très important. C'est quoi un équilibre? Mais écoute, par exemple, ma journée type le matin, c'est souvent la question qu'on pose lors d'interviews comme ça. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? À quelle heure tu te lèves? Alors, à quelle heure tu te lèves? Voilà, moi je me lève vers 7h, donc ça va, c'est pas trop tôt. Oui, c'est correct. Voilà. Ma femme se lève plus ou moins à 7h moins quart, donc elle me réveille, j'entends la douche au loin, donc c'est voilà. Vers 7h, puis voilà, 7h30 je réveille les enfants. On déjeune régulièrement en famille le matin à 4, ce qui est quand même, je pense, assez exceptionnel, de manière générale pour une famille, on va dire classique, de déjeuner le matin en famille, en semaine. Et souvent, c'est moi le matin qui dépose les enfants à 8h15 à l'école, et puis j'arrive au boulot j'ai une demi-heure de trajet maximum, donc j'arrive à 9h moins quart. Voilà, ça c'est le matin. Après, le soir, je rentre plus tard. Voilà, ma femme reprend les enfants vers 5h et moi je rentre plutôt vers 6h, 6h30 le soir, si j'ai pas un after-work quelconque, voilà, qui peut venir se glisser. Mais donc ça c'est ma journée type. Et donc oui, c'est clair que voilà, l'équilibre avec les enfants, je les vois quand même pas mal le matin, je les vois quand même le soir aussi. Maintenant elles sont grandes, donc elles dorment pas quand je rentre. Ouais, je suis assez proche et les week-ends, j'essaye d'éviter de travailler trop les week-ends aussi pour passer des bons moments avec elles. Voilà, enfin, et avec ma femme, évidemment. Donc, et si je prends un exemple, mais je sais pas, l'école appelle, une de tes filles s'est coincée les doigts dans une porte. Ouais, je peux, mais ça, c'est la facilité quelque part. Alors oui, l'indépendant a plein de contraintes, etc. Mais moi ici, je peux, sauf si je suis en rendez-vous important ou quoi, je peux claquer mon ordi et reprendre la voiture et dans les 20 minutes, je suis à l'école. Voilà. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose de. Donc ça peut faire partie de tes priorités. Ça que oui, dire, tout à fait. Ça serait clairement une de mes priorités, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, souvent ça arrive que oui, quand il y a des urgences comme ça ou bêtement un orthodontiste à 2h de l'après-midi, voilà, c'est pour moi quoi. C'est pas ma femme qui est employée qui va prendre congé ou quoi. Voilà, c'est moi qui vais faire l'aller-retour. Je rattraperai le retard le soir. Voilà, le retard pris le soir. Donc ça c'est assez
c'est assez facile pour un entrepreneur. Enfin, ça dépend quel entrepreneur, évidemment, mais moi, à mon niveau ici, avec la grosse équipe qu'il y a derrière, je peux me permettre de dire, les gars, là, je dois partir parce que j'ai une urgence, mais vous inquiétez pas, je suis joignable par mail ou quoi, ou par téléphone. Donc, voilà. Et elles ont quel âge, tes filles? 8 et 10. 8 et 10, ouais. Donc, tu n'es pas encore au stade où tu éveilles à l'argent, à toutes ces choses-là, non, à l'entrepreneuriat pas encore, mais je sens qu'il y a... Enfin, voilà, elle voit papa, donc et papa, c'est le chef du boulot, et voilà, et elles sont déjà venues ici donner des petits coups de main quand il y a une conférence pédagogique ou ce genre de choses, et ça les fait marrer de venir voir le boulot de papa. Mais elles se rendent compte que voilà, il y a l'argent ne tombe pas du ciel. Et on explique ça. Et pourquoi est-ce que papa n'est pas encore rentré ce soir? C'est parce qu'il travaille. Et pourquoi il travaille? Voilà, pour partir en vacances, pour acheter à manger, etc. Enfin bref, on essaie d'éveiller à toute cette conscience. Voilà, on n'est pas. Le travail est important. Il faut pas diaboliser à nouveau le travail. Le travail, c'est logique. Enfin, il faut pas non plus crever à la tâche. Voilà, on n'est pas fou, mais moi je peux pas entendre que quelqu'un n'a rien fait de sa vie, toute sa vie. Bref, je veux pas stigmatiser de population ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est compliqué à comprendre comment t'apportes ta pierre à l'édifice à la société sans rien faire, c'est pas possible. Après il y en a qui font du bénévolat et c'est très bien, il faut aussi le bénévolat est super important, mais je pense que le travail et savoir pourquoi est-ce qu'on travaille. Alors il y a le côté financier, purement pécunier. Après il y a faire évoluer la société, réfléchir au monde de demain. Après il y a tout ce côté, on en parle beaucoup maintenant, tout ce qui est énergie, etc. Comment faire pour que, bref, éveiller, sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux grands thèmes de société, c'est important. Et en effet l'argent fait partie de ces thèmes. Voilà, c'est indéniable. Oui. Donc voilà. Mais en effet, elles sont encore un petit peu petites. J'essaie de tout doucement les conscientiser. Et je pense que voilà, la graine est plantée. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui toi t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu te dis youpi, je vais travailler? Tu vois? Moi j'adore. Moi le matin, c'est. Je ne veux pas dire que ça n'arrive pas, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare que j'arrive avec les pieds de plomb au boulot. Et je pense, je ne veux pas m'avancer pour mes collègues, mais je veux dire, si tu viens au boulot avec les pieds de plomb, ne viens pas. Voilà. Donc, pour l'ambiance, pour le moral de l'équipe, etc. Voilà, si tu viens en tirant la tête, je préfère que tu restes chez toi. Franchement, c'est pas intéressant. Alors moi, j'adore. Qu'est-ce qui m'anime le matin? Mais moi, déjà, depuis toujours, moi j'aime bien mes clients. Déjà, c'est important. Aimer, entre guillemets, on s'entend. Oui. J'aime bien les relations que j'ai avec mes clients. Par exemple, j'ai une cliente, c'est vraiment excellent. C'est la cliente la plus éloignée de Printbox, Saint-Barthélemy, les Antilles françaises. Là, je vous fais rêver. Là, on entend le bruit de la mer derrière. Saint-Barthélemy, chaque fois qu'on se contacte par mail, elle me demande quel temps il fait en Belgique. et donc ça commence bien, la conversation commence bien. Et après voilà, c'est pour une commande de textiles diverses. Voilà, c'est tout simple. Mais la première question, c'est chaque fois quel temps il fait en Belgique. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, mais j'ai certains clients. Si elle se demande aujourd'hui en écoutant, ça va. Ouais. C'est mieux qu'hier. Moins bien que demain, j'espère. Oui. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai des relations depuis toutes ces années avec certains clients qui sont vraiment, des relations très proches et paradoxalement, je les ai jamais croisés, ces gens. Il y a des personnes que je n'ai jamais croisées et je traite avec elles depuis 15 ans. Oui, par téléphone, par mail, par truc. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une relation de confiance, quoi. Ouais, qui s'installe. Ouais, vraiment. Des fois, je reçois des mails avec des photos d'eux à la plage avec leurs enfants. Et voilà, salut Sébastien. Et donc, voilà, et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, qui me plaît. Alors, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. La situation actuelle, je me retire de l'opérationnel tout doucement. Donc je vais avoir moins cette relation, cet aspect-là. Voilà, c'est ça. Je fais plus d'administratif.
Et voilà, après j'ai des très bons contacts aussi avec mon secrétaire social, par exemple, on entend très bien, mais c'est important parce que, à nouveau, peu importe le secrétaire social avec lequel on travaille, c'est la personne derrière, c'est l'interface, enfin, l'humain derrière qui fait le boulot. Et ici, moi j'ai un excellent contact avec cette personne-là et qui me règle tous mes soucis directement, etc. Donc voilà. Après, voilà, moi de manière générale, je suis plutôt quelqu'un de positif, donc je pense que ça va bien se passer. Et, donc une journée, ma journée en général, moi je suis content de venir au boulot, puis je suis content de rentrer chez moi, revoir mes enfants le soir, et voilà, je dors bien. Pour l'instant, je dors très bien, donc c'est parfait. Et tu as des petites routines au boulot qui t'aident, par exemple, j'en sais rien, mais non, je lis pas mes mails entre telle heure et telle heure, ou enfin. Tu vois, où je fais que des réunions comme ça, ou tu vois, des petits tips que tu as réussi à mettre en œuvre et qui te disent, mais en fait, ça a pas mal changé ma façon de travailler. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaye le matin, dès que j'arrive, un des premiers trucs que je fais, c'est répondre à tous les mails faciles, les plus simples, comme ça, ils sont en dehors de ma mémoire, et je sais que le client a eu sa réponse, et ça me prend en une demi-heure, j'ai réglé toutes les petites bêtises, on va dire, ou les questions très simples, quoi. Et après, je m'attaque aux plus gros morceaux, généralement. Et là, ça me prend, les plus grosses demandes de prix, on va dire, les plus complexes, on va dire, voilà. Et puis, une fois que j'en ai fait une ou deux plus complexes, là, j'ai besoin de me faire autre chose. Et là, je pars faire, par exemple, des paiements pour les fournisseurs ou quoi. Ça, c'est plus facile, on va dire. C'est à nouveau, c'est quelque chose, c'est un boulot de robot où je me connecte dans ma compta, j'exporte le fichier, je l'importe dans mon système de paiement, et puis je fais un paiement. Voilà, ça, il faut que je le fasse, donc je le fais. Ça, c'est fait, c'est coché. Par exemple, aujourd'hui, on arrive en fin de mois là. Ici, je vais devoir m'occuper des prestations vu qu'on n'a pas de service RH, donc c'est moi qui m'occupe d'encoder les heures de prestation, etc., les malades, etc. Et donc ça, voilà, ça, en fait, j'ai un agenda. Dans mon agenda, je mets tout, pour ne pas oublier, je mets tous ces points-là. Ouais, okay. Et j'ai les rappels qui se mettent. Et donc, je sais que, voilà, en fin de mois, il faut que j'encode les prestations. Et ici, comme à nouveau, je pars en vacances dans pas longtemps, je peux faire ça avant, je vais faire tous les paiements avant, comme ça, tout le monde est payé. Et je ne reçois pas d'SMS quand je suis sur la route en disant mon salaire arrive quand. Oups. Oups. Donc voilà. Non, oui, j'essaie de respecter certaines routines dans le style. Ce dont j'ai pas parlé non plus, c'est le matin. Alors, quand je dépose mes filles à l'école, puis j'arrive au boulot, des fois j'arrive au boulot plus tard, j'ai peut-être vers 10h, c'est parce que je vais au sport aussi. Le matin. Pas tous les matins, ça c'est vraiment l'idéal, tous les matins, mais par exemple aujourd'hui je n'ai pas été parce qu'on avait rendez-vous, mais hier j'y étais hier matin et avant hier aussi, donc voilà, je vais, alors c'est juste un peu faire de l'elliptique, courir sur un tapis, me vider la tête, et j'arrive au boulot beaucoup plus zen aussi avec ça, et ça m'aide par rapport au stress par exemple. Et ma femme se rend compte que quand je suis stressé, elle me dit toi, t'as plus fait de sport depuis longtemps. Ok, ouais, ça s'accumule et faut que ça reparte, quoi. Et donc voilà, ici je suis pas un athlète, hein, je suis pas loin des 100 kilos, donc voilà. Mais ça se voit pas, merci beaucoup. Je vous inviterai encore. et donc voilà, mais par contre, c'est clair que ça permet de vider la tête, ça te permet de penser à qu'est-ce qui va se passer pendant la journée, tu repasses le fil de la journée dans ta tête. Tu remets au propre, quoi. Voilà, c'est ça. La nuit est passée, tu remets ça après au-dessus, et puis tu arrives au boulot, en pleine, on va faire ça, en mode, ça va déménager. Et c'est quelque chose qui m'aide. Alors ouais, j'essaie d'y aller 2-3 fois semaine, souvent le matin. J'aime bien aller le matin. Alors je vais pas tôt le matin, j'y vais de 8h30 à 9h30, et puis voilà, je suis à 10h au boulot. Je peux me permettre d'arriver plus tard au boulot, mais bon, je reste plus tard aussi, et il y a des fois où j'ai pas l'occasion, enfin je peux pas parce que j'ai trop de boulot, mais voilà, j'essaye de m'imposer ça. Et comment est-ce que tu te formes, tu vois, comment est-ce que tu continues à apprendre et à progresser? Ici, à nouveau, cette année-ci, j'ai dû switcher, voilà. Alors, apprendre, progresser, oui, j'ai repris tout le côté un peu financier de Printbox que mon associé avait avant, mais heureusement, on a une comptable top qui m'aide au day-to-day, vraiment, qui est derrière moi quand j'ai des questions, etc., pour m'aider
à comprendre certains processus, etc. Parce que moi, je n'ai pas fait d'études de comptabilité, j'ai pas fait sciences éco, j'ai fait sciences politiques, donc j'ai pas eu de cours de compta. Et j'ai jamais été intéressé par ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, je suis obligé de m'y intéresser. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de passionnant. Et je dois un peu encore mettre plus le paquet maintenant. Maintenant, j'ai d'autres associés dans d'autres boîtes qui, eux, c'est vraiment leur dada, ce genre de choses. Et donc, si j'ai des questions, ils sont là derrière, etc. Me former au RH, parce que ça c'est super important aussi, comme on en a parlé déjà plusieurs fois. Me former au RH, j'ai suivi des cycles de formation, notamment avec le B4C, avec la chambre de commerce du Hainaut aussi. Certains thèmes m'intéressent, et donc voilà, c'est important de se tenir au courant, de savoir comment répondre, quoi faire dans le cas de telle ou telle situation. Mais c'est plutôt, moi, ce que j'aime bien dans ces formations, c'est plutôt les échanges avec à nouveau des gens qui ont les mêmes soucis, et que ce soit pas un cours ex cathedra où quelqu'un dit il faut faire comme ça, et que ce soit plutôt un échange. Moi j'ai fait ça, mais ça a complètement foiré, donc il faut absolument pas faire ça. Le fais surtout pas. Et donc on échange, et donc c'est ça qui est. Et puis après avec un animateur qui est là, qui remet blanc sur noir, noir sur blanc, pardon, qui retranscrit toutes les infos. Et ça c'est quelque chose auquel on arrive avec un thème. On se dit bah ouais, ça ne va pas dans ma boîte, j'aimerais bien faire ça, toi t'en penses quoi? Et puis on fait tout un tour de table. Ça j'ai déjà fait plusieurs fois, et ça c'est vraiment enrichissant, notamment pour le côté RH, quoi. L'humain, c'est quelque chose qui évolue en permanence, les mentalités changent, voilà. Les lois aussi. Les lois aussi, tout à fait. Donc oui, c'est ça. Comment me tenir au courant de tout ce qui se passe. Notamment avec le Covid, quand c'est arrivé, la panique que ça a généré ici, en disant ouais, on va être fermé du jour au lendemain, tu vas virer tout le monde, et heureusement avec Greenbox on a toujours mis de l'argent de côté, on a géré ça en bon père de famille, même si le terme n'est pas très 2023, hein, mais donc on a un coussin financier confortable, et ce qui nous a permis de dire écoutez les gars, on sait vous tenir pendant 1 an, même si on n'a pas d'aide de l'État ni rien, personne ne va perdre son salaire, va perdre son emploi, voilà. Et puis heureusement, 2 semaines après, ou même pas 1 semaine après, boum, il y a le chômage Covid qui est arrivé, le chômage Corona qui est arrivé, et ça nous a vraiment aidé, ça nous a soutenus. Sans le chômage, je sais pas si oui, on serait certainement encore là, mais on aurait dû réduire la voilure par rapport aux équipes, on aurait dû réengager maintenant que ça repart, ça aurait été vraiment très compliqué. Le chômage Corona, ça, enfin, faut rendre à César ce qu'il y a à César. On critique souvent l'État, etc. Sur ce coup-là, franchement, ils n'avaient pas le choix en même temps, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ils ont bien réagi, et ça a été relativement vite. Oui, ça a été une bonne réaction. C'est une bonne réaction, oui, tout à fait. Et d'autres choses, est-ce que tu parce que là on a parlé effectivement de formation et de choses comme ça, est-ce que tu as l'habitude de lire, je sais pas, t'es abonné à des newsletters, est-ce que tu écoutes des interviews, est-ce que tu... Alors, lire, je lis pas assez. Par contre, je regarde beaucoup de séries, j'adore ça. Okay. Voilà, ça c'est le côté déconnexion. Voilà, je suis assez fan de séries de toutes sortes. Voilà, je regarde rarement. Je regarde le journal télévisé, par exemple, mais je regarde souvent sur le temps de midi. Le soir, je suis avec mes enfants, etc. Donc, on allume rarement la télé avant que les enfants ne soient au lit. Ce qui est très bien, je pense, mais voilà, ils n'ont pas besoin de regarder le journal télévisé à 8 ans ou à 10 ans, enfin, tout ce qu'on monte maintenant. Voilà, mais non, alors lire, pas beaucoup. Écouter, oui, j'écoute des podcasts dans la voiture, principalement. De temps en temps au boulot aussi, je mets mes écouteurs, ou quand je fais du sport. Ça, c'est vraiment le truc classique. J'écoute des émissions comme le déclic de la première, ou ce genre de choses. Ça me... Voilà, la première, c'est vraiment la radio que j'écoute en permanence. Ma femme comprend pas trop parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui parlent. Et moi, j'aime bien justement le matin écouter des personnes qui parlent. Elle préfère de la musique. Voilà, c'est chacun son truc. Mais moi, en fait, j'écoute beaucoup d'émissions de manière générale sur la première, ou sur des podcasts spécifiques
à la première ou à d'autres, ou les tiens d'ailleurs, bien sûr. Oui, merci. Petite pub. Donc voilà, et donc écoutez, alors oui, j'adore la musique, hein. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été DJ dans le temps, donc voilà, je suis assez fan de tout type de musique. Moi, je peux écouter du rap, du rock, d'électro, n'importe quoi. Je trouve toujours quelque chose de positif, qui m'intéresse en tout cas, qui m'interpelle. Et moi, je suis assez fan de tout ça. Je suis assez éclectique en musique. Peut-être dans les dernières choses, deux questions. Il y en a une, c'est s'il y a quelqu'un qui se lance ou qui hésite à se lancer, à Charleroi ou pas à Charleroi, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois? Lance-toi. Non, Lance-toi. En fait, il vaut mieux vivre de remords que de regrets, je pense. Et s'il y a des questions au niveau, j'ose pas. Alors, il faut évidemment, ça doit pas être n'importe. Il faut que le projet soit bien ficelé. Et c'est pour ça que notamment Charleroi Entreprendre aide les gens qui veulent se lancer en les cadrant, en disant ouais, là je te conseille plutôt de faire comme ça plutôt que comme ça. Le public cible que tu vises là, c'est peut-être pas le bon. Il faudrait peut-être réorienter tel truc. Donc tout en étant gratuit, je pense que c'est vraiment important que les gens. Charleroi Entreprendre n'existait pas quand on a lancé Printbox. Je pense que on l'a lancé, ça s'est très bien passé. Charleroi Entreprendre aurait été là à ce moment-là, ou une structure similaire. On aurait été sans doute plus vite encore. Ok. Voilà. Donc ne pas hésiter à aller voir les structures d'aide. Les structures d'aide. Et alors, si y a des craintes au niveau, il me faut le budget, c'est quand même, il me faudrait une aide financière, etc. À partir du moment où le projet tient la route, les finances vont suivre d'office. Je veux dire, je pense que les invests sont là, les banques sont là. Il y a énormément d'argent qui dorment sur certains comptes, autant les activer pour développer l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment pour moi, fonçons à partir du moment où c'est cadré, où on est sûr qu'on a comme tu disais tout à l'heure, comment on est bien entouré, etc., etc. Enfin bref, on est bien cadré, quoi. Voilà. Et peut-être une dernière question, sauf si après tu as des choses à rajouter, mais si tu regardes ton parcours, disons depuis que tu as commencé à marcher jusqu'à maintenant, de quoi est-ce que tu pourrais être le plus fier? Ça peut être apprendre à marcher. Ouais, non, je suis super fier. Déjà, numéro 1, la famille. Ouais. Ça, c'est loin devant tout le reste. Je suis, oui, c'est vraiment super important. Et je suis super fier de l'évolution de la société ici, Printbox. Moi, je trouve ça génial. C'est une petite success story. Carolo, à notre petite échelle, je me rappelle au début, quand on nous disait, surtout à mon associé, quand il se lançait, lui avait fait ingénieur civil, donc certains collègues, ex-collègues, étudiants qui lui disaient ouais, mais à côté du textile, tu sais quoi ton vrai boulot? Oui. Et voilà, ils prenaient ça dans la gueule. Moi, on m'a fait les mêmes réflexions une fois, et après j'ai eu cette discussion là avec mon père. Mais mon père, tout au début, quand on se lançait, on n'était que deux. J'étais en train d'imprimer des prénoms sur des t-shirts pour des étudiants. Donc c'est un boulot assez répétitif. Voilà. Ouais. Et puis il me dit je t'ai payé toutes ces années d'études. Est-ce que t'es content de faire ça? Enfin, il était en mode un peu triste, un petit peu fâché aussi. Enfin, entre deux. Et puis moi j'étais là, laisse-moi terminer la commande, c'est bon. Voilà. Alors maintenant on en rigole évidemment. Voilà. Mais voilà, moi je suis fier de l'évolution. On s'est toujours accroché. Moi je me suis j'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Okay. Ça, c'est quelque chose de marrant, ça. Après, bon, j'ai été associé, etc. Mais le salaire est arrivé naturellement, sans que je le demande, parce que mon associé, à l'époque, qui était le patron, a jugé bon, dire, voilà, maintenant, Seb, il est là depuis X temps. Voilà. Oui. Et j'ai jamais... parce que c'est une reconnaissance naturelle. Ouais. Et je me suis toujours éclaté dans mon boulot. J'ai jamais regardé ailleurs. Ce que je pourrais faire ailleurs ou pas. Pour moi, je suis juste bien au bon endroit, au bon moment. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis ici derrière ce micro. Effectivement. Et
ton père est fier de toi maintenant? Évidemment, tout à fait. Donc, il a bien fait de Oui, mais en même temps, je le de comprends. subir tes études un peu chaotiques. Un peu chaotique, mais je le comprends aussi en même temps. C'est une réaction normale. Il ne savait pas vers quoi on allait, et moi non plus, quelque part, je savais pas. Mais moi, j'étais très optimiste. On avance, et voilà. Ouais. Et entrepreneur, on va dire. Donc voilà. Mais oui, non, maintenant, tout va bien. Il est super fier de moi, et voilà, tout le monde est content. Parfait. Eh ben, sauf si tu as quelque chose encore à rajouter, mais sinon, je te propose qu'on s'arrête sur le fait que tout le monde soit content. Allez, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Yves. Bonne journée. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.